Bonjour à tous, Lauriane Rossi, députée des Hauts-de-Seine et présidente du Conseil national du bruit, instance consultative placée auprès du ministère chargé de l'Environnement. Alors je suis particulièrement ravie d'ouvrir cette session Le maire et le bruit aujourd'hui, car je sais combien le bruit, les nuisances sonores sont au cœur de votre mandat d'élu local. En tant qu'élu municipal, je sais combien les maires et combien les élus locaux sont en première ligne face aux nuisances sonores. Ces nuisances qui empoisonnent le quotidien de nombreux de nos concitoyens en tout point du territoire et contre lesquels il est parfois difficile d'agir. Parce que c'est un sujet complexe à appréhender, complexe à mesurer, complexe à contrôler et complexe à sanctionner. C'est tout l'enjeu de cette session de formation que vous propose le Centre d'information sur le bruit. Et nous avons à cœur, avec le CIDB, avec le CNB, de vous accompagner au travers de guides, le maire et le bruit, le guide de résolution amiable des troubles de voisinage et bien d'autres outils pour vous permettre au quotidien d'être mieux armés face à cette nuisance, face à ce sujet de vivre ensemble et de cadre de vie. En tant que parlementaire, je m'emploie évidemment à renforcer l'arsenal législatif en la matière, mais il nous faut également mieux accompagner les élus locaux sur ce sujet. Vous êtes en première ligne au titre de la police du bruit pour régler ces nuisances et traiter cette pollution sonore. Qu'elle soit liée au bruit des transports, liée au bruit des chantiers, liée aux activités de voisinage, aux troubles de voisinage, aux activités industrielles ou aux lieux événementiels et musicaux, vous devez pouvoir vous appuyer sur des moyens et des outils efficaces pour répondre à vos concitoyens. C'est tout l'enjeu de cette session. Je vous souhaite une bonne formation et ne restons plus sourds à la pollution sonore. Merci Madame Rossi. Avant toute chose, permettez-moi de présenter le Centre d'information sur le bruit. Le CIDB est un centre de ressources référent pour le grand public et pour l'ensemble des acteurs concernés par la qualité de l'environnement sonore. Alors le bruit étant presque partout, nous intervenons de manière très transversale, comme les élus locaux d'ailleurs, sur différentes thématiques, transport et mobilité, urbanisme et aménagement, etc. Notre intervention se déroulera en 8 points. Nous aborderons d'abord les principaux enjeux du bruit, puis les prérogatives du maire en la matière. Nous tenterons de définir les bruits de voisinage et nous parlerons particulièrement des bruits de comportement, des bruits d'activité professionnelle et de loisirs, des lieux de diffusion des sons amplifiés, des bruits de chantier et enfin nous vous donnerons les outils nécessaires pour aller plus loin dans votre documentation en la matière. Alors les principaux enjeux du bruit. Les enjeux du bruit ou plutôt de la qualité de l'environnement sonore sont des enjeux sanitaires, sociaux et économiques. Au niveau sanitaire d'abord, le bruit a un impact bien connu sur notre audition qui se traduit de plusieurs façons. Baisse de l'acuité auditive, surdité, fatigue auditive, acouphènes, hyperacousie. Mais une exposition prolongée au bruit, même à des niveaux modérés, peut avoir des effets sur l'ensemble de notre corps. C'est ce qu'on appelle les effets extra-auditifs. Le bruit peut perturber notre sommeil, nos performances au travail et à l'école, nos relations sociales. Il peut provoquer une fatigue chronique jusqu'à des ulcères ou des maladies cardiovasculaires. Voici quelques chiffres issus d'enquêtes récentes, Qualitel, Bruit-Parif, sur la qualité de vie des Français en milieu urbain. Il faut savoir qu'entre 54 et 78% des ménages urbains se disent gênés, souvent ou en permanence, par le bruit chez eux. Et ça monte à 90% pour les franciliens. L'absence d'isolation acoustique et le bruit sont les principales raisons qui nuisent à la qualité de vie dans l'immeuble. Plus de 40% des habitants d'un logement construit entre 45 et 79, ce qu'on appelle les logements anciens, sont insatisfaits de l'isolation acoustique. Pendant le confinement, le CIDB a observé à travers une enquête que la perception des bruits de fond ayant diminué à la maison, par la réduction du trafic routier notamment, a eu tendance à faire émerger les bruits de voisinage, particulièrement pénibles pour les personnes qui sont en télétravail ou au chômage. Toujours à travers la même enquête du CIDB, les répondants ont affirmé que dans l'immédiat, ils souhaitaient une réactivité plus grande des maires et des forces de l'ordre afin de faire respecter la réglementation. 60% des télétravailleurs affirment d'ailleurs que la pollution sonore a des répercussions sur leur comportement et dégrade leurs conditions de travail. Sur l'aspect économique maintenant, il faut savoir que le coût social du bruit est estimé à 57 milliards d'euros par an. Et tous les spécialistes s'accordent à dire que le coût est probablement sous-estimé. D'ailleurs,
Une étude est en cours pour affiner cette estimation. Sur le coût des 57 milliards d'euros par an, 20 milliards est lié à l'exposition au bruit des transports, 18 milliards à l'exposition au bruit au travail et un peu plus de 10 milliards au bruit de voisinage. C'est l'estimation de la gêne, du stress, des problèmes de sommeil, etc. En bref, le bruit a des effets sociaux, écologiques et économiques, et particulièrement sur les inégalités sociales et territoriales, sur la valeur des espaces et des propriétés, sur les relations sociales, sur la communication, sur la qualité de vie, les activités au quotidien, le bien-être, sur le sommeil, le repos, les performances au travail, etc. Et le maire est un acteur incontournable du bruit. Au regard de ces enjeux, le maire est le principal acteur de la qualité de l'environnement sonore au niveau local. Il est garant de la tranquillité publique et pour cela, il dispose de pouvoirs de police. Il est en première ligne pour lutter contre les bruits de voisinage. Il arrive même que dans le traitement de conflits de voisinage, le maire soit agressé, parfois gravement, par ses administrés. Une circulaire du ministre de la Justice du 7 septembre alerte d'ailleurs les procureurs généraux à ce sujet. En plus de ça, la réglementation est en constante évolution. Par exemple, on peut citer plusieurs réformes majeures de ces dernières années, la loi sur le règlement amiable des conflits en 2016, le décret sur les sons amplifiés en 2017, une nouvelle répartition des compétences à Paris entre la préfecture de police et la mairie en 2017, des prérogatives étendues pour le maire avec la loi vie locale et proximité en 2019, le droit d'antériorité des bars et des restaurants en 2019, jusqu'à une proposition de loi sur le patrimoine sonore des campagnes l'année dernière. Enfin, sujet plus que jamais d'actualité, le bruit est au cœur du projet de Plan national santé-environnement, le PNSE 4, qui vaut pour la période entre 2020 et 2024, qui est toujours en consultation publique, et ce jusqu'au 9 décembre 2020. Et dans ce projet de plan figure un axe 2 sur la réduction des expositions environnementales. Un des objectifs de cet axe 2, parmi les actions, donc l'action 14, est que les maires pourront constater et sanctionner plus facilement les bruits de voisinage, notamment par l'usage de sonomètres d'utilisation simplifiée. Un sujet donc plus que jamais d'actualité qui mérite qu'on s'attarde sur les prérogatives du maire. Le maire a des obligations et des pouvoirs relativement étendus pour gérer le bruit sur son territoire. Il peut agir sur au moins 4 niveaux. D'abord, grâce à ses pouvoirs de police, il a le pouvoir de constat et de répression. En amont du pouvoir de constat et de répression, il peut être acteur du règlement amiable des conflits. Bien avant cela, il a un rôle de préventeur et de sensibilisateur des riverains. Et il peut encore agir sur un 4e niveau qui est le niveau de l'urbanisme et des bâtiments. Afin de garantir la tranquillité du public, le maire dispose de pouvoirs de police bien définis. Des pouvoirs de police administrative afin d'éviter le trouble à l'ordre public sur le territoire de sa commune. Et lorsqu'il agit, il représente sa commune. Et ensuite des pouvoirs de police judiciaire, et là lorsqu'il agit, il représente l'État. Concernant d'abord les pouvoirs de police administrative, le maire doit prévenir les troubles à la tranquillité publique en prenant des mesures nécessaires à la lutte contre les bruits de voisinage. Que ce soit à l'échelle communale ou intercommunale, il dispose pour ce faire d'un pouvoir de police général, qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales, et d'un pouvoir de police spécial, qui est prévu par le Code de la santé publique. Le pouvoir de police général lui permet d'assurer la tranquillité publique de ses administrés en réprimant les troubles. Pour y parvenir, il peut mettre en place une réglementation locale visant à limiter les nuisances sonores, avec des arrêtés municipaux par exemple. Alors attention, le préfet peut avoir pris un arrêté préfectoral de lutte contre le bruit, et dans ce cas, le maire peut le renforcer par des arrêtés municipaux afin de l'adapter à ces circonstances locales. Au titre de la police générale, le maire peut par exemple restreindre les conditions d'exercice de certaines activités.
en soumettant à autorisation préalable des activités comme un commerce ambulant de restauration rapide, l'organisation d'un bal public, l'utilisation d'engins bruyants. Et en complément de ce pouvoir de police général, il dispose d'un pouvoir de police spécial, lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme. Par exemple, il va réglementer l'usage des cloches, il va limiter l'usage des feux d'artifice, il va limiter l'utilisation des tondeuses à gazon le dimanche. C'est d'ailleurs au titre de son pouvoir de police spécial que durant la période de confinement début 2020, un maire a limité par arrêté municipal l'usage d'engins bruyants en journée pour permettre aux soignants de dormir. C'était d'ailleurs le cas de la ville de Morlaix ou de Grenoble d'ailleurs. Alors, pour édicter un arrêté municipal contre le bruit, il faut savoir qu'il y a certaines règles à respecter ou en tout cas des pièges à éviter. Il ne faut pas être trop général ou absolu, ne pas priver les personnes visées d'une liberté individuelle ou publique, la liberté de circulation, la liberté de commerce et d'industrie. Dans la jurisprudence, c'était par exemple le cas d'un maire qui avait privé ses administrés de leur liberté de circulation et d'expression parce qu'il avait interdit par arrêté municipal l'utilisation toute la journée de haut-parleurs attachés à des véhicules dans le cadre d'une campagne électorale. Il faut donc fixer des horaires, des jours précis et ou limiter le type d'engin utilisé. Par exemple, le maire ne peut pas interdire totalement l'usage des tondeuses à toute heure et tous les jours de la semaine, sans quoi l'arrêté municipal serait excessif et pourrait être jugé nul par un juge administratif. L'arrêté municipal ne peut pas être non plus trop restrictif. Prendre un arrêté de fermeture de fourrière alors qu'il aurait suffi de mettre en demeure le propriétaire de faire cesser les aboiements est jugé excessif par exemple. Il ne faut pas être non plus insuffisant, ne pas se contenter de rappeler l'application de la loi. Si le maire prend un arrêté municipal, il peut en revanche prendre des dispositions qui sont plus sévères que la loi. Concernant les pouvoirs de police judiciaire ensuite, le maire est le chef de la police du bruit et le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique lui incombe principalement parce qu'il est officier de police judiciaire. Il peut constater des faits par procès verbal et transmettre celui-ci au procureur de la République pour qu'une décision de justice soit prise. Il est aussi possible pour lui de désigner un agent municipal pour constater les infractions. Attention, le maire peut engager la responsabilité de sa commune en cas de litige. Ne pas agir peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. C'est ainsi que faire un simple rappel à la loi ne suffit pas. La commune peut être responsable même sans faute lourde. Dans le cas où le maire n'agit pas, le préfet peut se substituer au maire. Après une mise en demeure d'agir, il pourra prendre des mesures de tranquillité publique en lieu et place du maire, si celui-ci continue à ne pas réagir. Attention, seul le maire peut prendre une décision de police administrative. Il s'agit d'un acte réglementaire et les mesures de police ne peuvent pas être délibérées en conseil municipal. Depuis le 1er janvier 2020, il faut savoir que toute tentative de résolution des conflits de voisinage doit passer par une phase de règlement amiable. La démarche en justice doit être précédée donc soit d'une tentative de conciliation auprès d'un conciliateur de justice, soit d'une tentative de médiation, soit d'une tentative de procédure administrative, et si cette étape n'est pas respectée, le juge peut déclarer que la demande du plaignant est irrecevable. Et le maire est acteur de la médiation. Il doit encourager la médiation. Il peut proposer et organiser une médiation sociale, et d'ailleurs jouer lui-même le rôle de médiateur ou bien faire appel à un médiateur externe. Quoi qu'il en soit, le médiateur ne tranche pas les différends ni ne détermine les torts. Il amène chacune des parties à renouer le dialogue et à convenir d'un accord. C'est différent dans le cas d'une conciliation, car dans ce cas, le maire est le simple messager. Il va mettre en relation plaignant et conciliateur de justice.
Le Conseil national du bruit, le CNB, a publié l'année dernière, ou en début d'année, un guide expliquant les différents moyens de règlement amiable des conflits. Et le maire est également en charge de prévenir le bruit. Il va inviter les administrés au respect de la vie d'autrui, en sensibilisant, en informant. Et pour ce faire, il va disposer de différents moyens qui sont pour la plupart décrites sur Brûle.fr. Ce sont les campagnes d'affichage, ce sont les chartes de la vie nocturne. Il peut intervenir en milieu scolaire, édicter également des guides pratiques à destination des riverains ou bien des commerçants. Il peut aussi sensibiliser par l'art, organiser des maraudes pour la vie nocturne, édicter également des chartes de bruit de voisinage. Il y a beaucoup de moyens de sensibiliser les administrés aux nuisances sonores. Enfin, le maire peut agir au niveau de l'urbanisme. Pour l'aménagement des équipements de la ville, leur positionnement peut être discuté avec les riverains. Et puis, le maire peut agir d'abord au niveau du PLU et du SCOT, le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale pour ce qui est de l'intercommunalité, et aussi au niveau des procédures d'aménagement urbain, quand il faut aménager une zone d'aménagement concerté par exemple. À ce niveau-là, le maire peut inclure dans le PLU des règles régissant les occupations et les utilisations du sol et les activités interdites ou limitées, parce que ces activités peuvent présenter des inconvénients pour la tranquillité publique. Lorsqu'il n'y a pas de PLU dans une commune, ce sont les règles générales d'urbanisme, du Règlement national d'urbanisme, le RNU, qui s'appliquent. Ce ne sont pas des règles d'ordre public, et d'ailleurs elles ne s'appliquent qu'en l'absence de PLU. Et dans ce cas, le permis de construire peut être refusé si la construction est susceptible d'être exposée à des nuisances graves dues au bruit. Enfin, le maire peut agir donc au niveau du permis de construire en refusant ou en accordant avec réserve la délivrance d'un permis de construire si ça porte atteinte à la salubrité publique. Ça peut être le cas d'un projet d'installation d'une usine en zone résidentielle ou encore d'une maison individuelle à proximité immédiate d'un établissement agricole, d'une exploitation. Il faut savoir aussi que le maire est également maître d'ouvrage de bâtiments, comme les écoles ou les salles des fêtes, qui doivent satisfaire certaines exigences fortes de qualité acoustique. Il a la responsabilité d'imposer un cahier des charges sur les performances acoustiques des bâtiments publics qui sont gérés par la commune. Le Code de la construction et de l'habitation impose des règles de construction pour les bâtiments neufs, mais le maire, en tant que maître d'ouvrage, peut très bien fixer des exigences plus fortes que ce qui est prévu par la réglementation dans son cahier des charges. Pour information, il existe des arrêtés ministériels qui fixent des exigences spécifiques à la limitation du bruit dans les bâtiments d'enseignement, les établissements recevant des publics, les hôpitaux, les établissements recevant de jeunes enfants, etc. Après avoir vu les pouvoirs et les obligations du maire, nous allons maintenant aborder la question des bruits de voisinage. En fait, sur le plan réglementaire, les bruits de voisinage comportent 3 définitions. La notion de bruit de voisinage dépasse la signification courante, se limitant aux bruits produits par les voisins. On parle des bruits de comportement, les bruits d'activité professionnelle et de loisirs, et les bruits de chantier. Une commune est à la fois un lieu de vie et un lieu d'activité économique. Et sur un même territoire, le maire doit concilier les comportements individuels et les différentes activités qui font vivre la commune. Les industries, les commerces, les loisirs. Et c'est toute la difficulté qui s'impose au maire. Avoir à gérer en même temps des activités bruyantes qui font partie de la vie et la tranquillité de ses concitoyens. Alors, il y a des bruits qui ne font pas partie des bruits de voisinage parce qu'ils sont encadrés par une réglementation spécifique. C'est notamment les infrastructures de transport, les bruits des véhicules, les bruits des aéronefs, les installations appartenant à la défense nationale, les installations nucléaires de base, les INB, les ICPE, ce sont les installations classées pour la protection de l'environnement, et les équipements de transport et de distribution d'énergie.
Qui constate? Alors, pour tous les bruits de voisinage, les infractions peuvent être recherchées et constatées par des agents qui sont listés par la réglementation. Il va y avoir le maire et ses adjoints, les agents de police nationale et de gendarmerie, les agents de collectivité territoriale qui doivent être habilités et assermentés, et les inspecteurs de la salubrité. Dans tous les cas, ils doivent suivre une formation spécifique. Alors, plus particulièrement maintenant sur les bruits de comportement. Dans les bruits de comportement, qu'on appelle aussi les bruits de particuliers, les bruits domestiques, on rassemble tous les bruits provoqués non seulement par des personnes, les cris, les chants, les chocs sur le sol, mais également par les animaux dont ils ont la garde, les aboiements de chiens, ou par les objets que ces personnes utilisent, les outils de bricolage, de jardinage, les pompes à chaleur, les climatiseurs, etc. En journée, ces bruits peuvent être sanctionnés dès lors qu'ils sont répétitifs, intenses ou qu'ils durent dans le temps. Et un seul des 3 critères suffit pour constituer un trouble de voisinage. Le constat par les agents assermentés de la nuisance ne nécessite aucune mesure acoustique. Une constatation auditive à l'oreille suffit. Le constat de la nuisance se fait chez le plaignant, de préférence à l'endroit où le plaignant indique être gêné. Lorsque les bruits de comportement sont commis la nuit, on parle bien évidemment de tapage nocturne. Il ne s'agit pas uniquement des bruits qui sont audibles de la voie publique, mais de tous les bruits audibles par exemple d'un appartement à un autre. Là encore, le constat de l'infraction se fait sans mesure à l'oreille. Et attention, le mythe des 22 heures est une légende. Même avant 22 heures, tout bruit gênant peut être sanctionné. Doit faire le maire en cas de bruit de comportement? Alors en cas de plainte, le maire va réagir en vérifiant et en faisant vérifier par les agents municipaux le bien fondé de la plainte. Et s'il constate un trouble anormal du voisinage, il doit prendre certaines mesures pour que la nuisance cesse. Certaines mesures de sensibilisation peuvent être prises en amont pour inciter les concitoyens à respecter quelques règles simples de savoir-vivre et pour modifier leur comportement. Et les bruits de la campagne alors, le chant du coq, la stridulation des cigales, le coassement des grenouilles, le tintement des cloches, tout ça, ce sont des bruits de la campagne qui sont considérés comme un trésor patrimonial pour certains et comme une source de nuisance pour d'autres, qui sont peu habitués au mode de vie rural. Attention, il faut bien différencier les sons de la faune qui peuvent être considérés comme des bruits de comportement, et là aucune mesure sonométrique sera nécessaire, des sons du monde de l'agriculture et des activités humaines, qui eux sont des bruits d'activité ou des bruits des CPE. Pour les bruits de comportement de la campagne, lorsqu'ils sont excessifs, ils peuvent causer un trouble anormal du voisinage. Si un agent municipal doit contrôler la normalité d'un tel trouble, il doit le faire au regard des critères d'intensité, de durée, de répétitivité. Ce qui n'est pas le cas si les bruits proviennent d'une exploitation agricole par exemple. Alors avec l'affaire du coq Maurice l'été 2019, on s'est rendu compte d'une multiplication des litiges entre néo-ruraux et ruraux. Et face à ce phénomène, des députés ont déposé une proposition de loi visant à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. Et les députés dénonçaient ici une menace des actions en reconnaissance d'un trouble anormal du voisinage. Et cette proposition est bloquée en première lecture, donc pour l'instant, elle est non applicable. C'est une affaire à suivre donc. Les bruits d'activités professionnelles et de loisirs ensuite. Alors ce sont les bruits générés par des activités professionnelles provenant par exemple d'ateliers artisanaux, de commerce, d'industrie mais qui ne seraient pas classés CPE, mais aussi des compétitions sportives, des sports et des loisirs de plein air, des activités du secteur tertiaire, le bruit des livraisons, etc. Lorsque le bruit a pour origine une telle activité professionnelle, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit, perçu par autrui, est supérieure à des valeurs qui sont fixées par la réglementation.
Alors qu'est-ce que l'émergence? C'est la différence entre le niveau de bruit ambiant avec le bruit mis en cause et le niveau de bruit résiduel, qui est le niveau sonore en absence du bruit particulier. Ça implique que le maire ou ses agents procèdent à des mesures acoustiques avec un sonomètre selon une norme bien précise. Et c'est la réglementation qui fixe des valeurs limites d'émergence à ne pas dépasser. Et si un bruit d'activité dépasse ces valeurs, l'agent de contrôle va constater un trouble anormal du voisinage et mettre en demeure l'exploitant ou le responsable de faire en sorte que son activité génère moins de bruit. Les mesures sont effectuées par un personnel assermenté, utilisant du matériel, donc un sonomètre homologué. Si la commune ne dispose pas de sonomètre, elle peut faire appel à un prestataire, comme un bureau d'études en acoustique, à ses frais. Et la commune peut également faire appel à l'intercommunalité qui peut dans certains cas mettre à disposition du matériel. Alors doit faire le maire en cas de bruit d'activité? Alors les actions du maire sont les mêmes que pour les bruits de comportement, mais le maire pourra mettre en œuvre certaines mesures administratives. Consigner entre les mains d'un comptable public une somme qui correspondra au montant des travaux pour rendre l'exploitation conforme, faire procéder d'office et aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites, voire suspendre l'activité jusqu'à l'exécution de ces mesures, et dresser un procès-verbal et le transmettre au procureur de la République si rien n'est fait. Quelles sont les spécificités des lieux diffusant des sons amplifiés? Alors, les lieux diffusant du son amplifié bénéficient d'une réglementation spécifique qui vise à protéger les riverains, mais aussi le public, y compris et surtout les plus jeunes. Alors, les lieux diffusant des sons amplifiés sont les discothèques, les salles de spectacle, les salles de concert, les bars, les festivals, les manifestations sportives, les campings, les salles des fêtes, ça peut être les restaurants aussi, les galeries commerciales, les foires, les cinémas. Il faut savoir que pour ces lieux, lorsqu'ils diffusent des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, une réglementation nouvelle est intervenue en août 2017. C'est le décret du 7 août 2017 qui est applicable depuis le 1er octobre 2018. Concernant ce décret, le CIDB a édicté un guide d'accompagnement à la réglementation qui sortira ces prochains mois et qui vous invite, vous en tant que maire, à comprendre vos obligations et vos droits en matière de son amplifié. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maire est concerné à plusieurs niveaux par ce décret. Il est d'abord contrôleur des lieux concernés parce qu'il va réprimer les atteintes à la tranquillité publique par ses exploitants de lieux. Il est également doté de pouvoirs de police municipale qui lui permettent d'assurer le bon ordre dans les lieux de rassemblement public, comme les cérémonies, les spectacles. Ensuite, le maire, il peut être exploitant de lieux, tels que les salles des fêtes, les salles de spectacle. Et en général, les salles communales disposent d'une sono et diffusent donc du son amplifié à niveau sonore élevé. Et enfin, le maire, il peut être organisateur lui-même de spectacles. Alors, dans le cadre de l'exploitation d'une salle communale, par exemple, vous allez avoir certaines obligations en fonction de la capacité d'accueil de la salle, si elle accueille plus ou moins de 300 personnes, à la fois pour protéger le public et pour les riverains. Alors nous vous invitons à consulter le guide du CIDB pour aller plus loin et pour comprendre cette réglementation de 2017. Enfin, concernant les bruits de chantier. Alors les chantiers, qu'ils soient réalisés à titre public ou à titre privé, sont évidemment de nature bruyante. Cette réglementation concerne essentiellement les bruits de chantier publics ou privés qui nécessitent l'utilisation d'engins bruyants. Et le fait de faire des travaux à son domicile sur une courte durée relève plutôt des bruits de comportement. C'est les travaux de bricolage que l'on fait chez soi. Il faut bien différencier les chantiers de voirie, des chantiers de construction et des chantiers privés qui justement sont ces bruits de bricolage.
La particularité des bruits de chantier est que la réglementation est plutôt une obligation de moyens. Là encore, on parle de constats sans mesure, de constats à l'oreille. Tout comme les activités, les bruits d'activité, il y a des arrêtés préfectoraux ou municipaux d'ailleurs qui peuvent apporter des prescriptions complémentaires, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d'activité des chantiers, sur les niveaux sonores à ne pas dépasser en fonction de la proximité des voisins, sur les règles générales d'emploi, sur l'implantation et la protection acoustique de certains matériels. Il est possible de compléter aussi, lors de la notification du permis de construire si c'est un chantier privé ou de la déclaration de travaux si c'est un chantier public, ces prescriptions générales. Voilà pour les bruits de voisinage. Alors pour aller plus loin, le CIDB vous propose plusieurs outils pour vous accompagner. Le CIDB organisera sous l'égide du Conseil national du bruit, le CNB, un colloque national sur le sujet des bruits de voisinage courant 2021. Le guide du maire ensuite sur les bruits de voisinage est disponible depuis 2009. Une version réactualisée du guide sera disponible fin 2020, à la fois sur le site du ministère de la Santé et sur le site du ministère de la Transition écologique, ainsi que sur bruit.fr. Et une version PDF sera téléchargeable. Ensuite, le club Décibelville accompagne les collectivités qui souhaitent mettre en œuvre des actions dans le domaine de l'environnement sonore. C'est un club qui soutient la dynamique de ces collectivités en leur offrant des services et en favorisant les échanges entre les différentes collectivités. Et puis le site bruit.fr dédie une rubrique aux collectivités territoriales et leur mission dans la gestion du bruit. Réglementation, jurisprudence, formation, ressources documentaires. Le site c'est www.bruit.fr. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. N'hésitez pas à contacter le CIDB pour plus d'informations à contact@cidb.org ou sur notre ligne fixe. Je vous remercie.